J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo parce que vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions sur mon installation en Arabie Saoudite. Comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai un visa? Est-ce que j'ai une iqama? Comment ça s'est passé au niveau des loyers, des recherches d'appartements, de maisons? Comment ça se passe pour les enfants? Comment ça se passe au niveau de la gestion budgétaire au mois? Comment un Saoudien vit sa vie au jour le jour? Bref, tout plein de questions auxquelles je vais essayer de répondre de façon, comme d'habitude, décousue, déstructurée. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple d'agir de cette façon-là. Avant, je faisais des scripts, ça me prend la tête et je pense que c'est pas forcément le genre de contenu qui se prête à réaliser des scripts un par un. J'ai même pas de bullet point pour vous dire la vérité. Ça va se jouer entre mes souvenirs, mon cerveau, mon intellect et ce que je vais réussir à vous retransmettre, je l'espère, de façon quand même un minimum articulée, parce que sinon je vais vous perdre et ça servira à rien. Donc, dans un premier temps, je pense que je vais vous parler de tout l'aspect administratif. Qu'est-ce qu'un visa? Combien il y en a? Qu'est-ce qu'une iqama? À quoi ça sert? Quels sont les avantages? Quelles sont les différences entre les deux? Dans un second temps, je vais vous parler, je pense, de l'immobilier. Ça, c'est un point super important. Et je pense que déjà, ça nous fait un programme plutôt bien chargé. Vous avez vu, je suis dans un nouveau café, trop stylé, c'est un café concept jeu de société. Je trouve ça super mignon, super sympa. Et il faut savoir que je filme tout le temps dans les cafés entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure de la sieste ici. Donc déjà, on apprend quelques petits trucs. Ici, c'est l'heure de la sieste. Donc le meilleur moment pour avoir le café pour toi tout seul, c'est à cette heure-ci. Et c'est génial. By the way, je suis avec ma arabaya préférée de ma collection. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle est juste magnifique. C'est du taffetas brocart mauve. On peut penser que c'est du blanc. Enfin, en tout cas, mon mari pense que c'est du blanc. Je crois que c'est le seul qui pense que c'est du blanc. C'est pas du blanc, c'est du mauve. C'est du mauve et c'est un mauve tellement subtil que c'est pour ça que je l'aime trop. Allahumma barik. Donc, ne patientez pas trop longtemps. Ne spéculez pas trop longtemps. Parce que les tissus ici, ça va vite et je ne peux pas vous garantir que vous aurez votre abaya. Donc, foncez directement dans mon site. Voilà, cette parenthèse fermée, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment on s'est installé? Alors, on raconte énormément notre hijra, vraiment limite au jour le jour, de comment ça s'est passé, nos galères, etc. dans les vidéos précédentes. Malheureusement, elles n'ont pas été traduites, donc je suis désolée pour toutes les personnes qui ne parlent pas français. Mais pour celles qui parlent français, n'hésitez pas à les checker parce que vraiment on raconte nos histoires et je ne garantis pas, encore une fois, de laisser mes vidéos. J'en supprime beaucoup, j'ai vraiment cette manie de toujours nettoyer mon feed, etc. Donc allez les voir tant qu'elles sont encore disponibles. Mais de façon générale, qu'est-ce que je peux vous dire? On n'est pas installé. Ça veut dire quoi qu'on n'est pas installé? Ça veut dire qu'on n'a pas encore un titre administratif civil qui nous permet d'attester que voilà, on est résident officiel en Arabie Saoudite. Non, on est encore sous visa. Et c'est la première déjà différence qu'il y a entre le visa et le permis de résidence. Un visa, c'est sur une durée limitée et ça va dépendre des nationalités. Donc pareil, ça c'est le genre de choses en fait qu'il faut aller regarder sur internet parce que je pourrais pas donner une réponse commune à toutes les nationalités qui me regardent. Mais sachez une chose, c'est que voilà, pour les Français, il existe le visa business qui dure 4 ans je crois, le visa touriste qu'on peut avoir directement, le visa Umrah, pareil que vous pouvez avoir assez rapidement. Le visa business, ça demande de connaître un Saoudien sur place qui vous fasse une demande pour son entreprise pour laquelle vous allez travailler. Donc je pense que c'est potentiellement le moins accessible, mais ne paniquez pas, rassurez-vous, il existe énormément d'agences qui vous permettent justement de vous faciliter toute cette démarche administrative entre la France et l'Arabie Saoudite. Donc elles sont beaucoup plus informées que moi et pourront beaucoup mieux vous renseigner. Mais sachez une chose, c'est qu'effectivement, la iqama, donc le permis de résidence, vous accorde des avantages que les Saoudiens ont et que du coup les étrangers n'ont pas et n'auront jamais, et des avantages vraiment de taille. Il y a certaines choses qui deviennent gratuites pour les résidents saoudiens. Vous avez accès à des universités également. Par exemple,
Pour ceux qui veulent faire Talab al-Ilm et aller directement apprendre leur din à la Kulliya du Haram, donc à l'université du Haram, donc du Masjid Nabawi, vous ne pouvez pas vous y inscrire si vous n'avez pas de Iqama, par exemple. C'est réservé aux résidents. Je crois que pareil, l'université Taïba, bon, elle peut vous fournir un visa étudiant pour le coup, pour étudier, mais vous ne pouvez pas y aller comme ça enfin voilà, c'est sous réserve qu'on vous accepte. Enfin bref. Du coup, voilà, donc il y a pas mal de petits détails comme ça, d'informations à aller chercher. Et il faut lutter pour aller chercher l'information, ça je vous le dis. Il y a beaucoup d'informations que vous ne trouverez jamais sur Internet. Ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'informations qui sont très difficiles d'accès, auxquelles on peut avoir accès typiquement en faisant connaissance directement avec des locaux. C'est important de faire marcher et de créer son network en Arabie Saoudite, d'aller vers les gens, d'être curieux, d'être sociable, et de ne pas rester dans son coin et surtout de ne pas rester qu'entre expats. Ça, c'est hyper important. Nous, c'est vraiment ce qu'on a tenté de faire pour justement avoir accès à la réalité de la vie en Arabie Saoudite et s'intégrer le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne cherchez pas à vous retrouver en diaspora, en communauté, entre vous, parce que l'entre-soi, il ne va pas vous aider dans ce genre de démarche. Et de manière générale, en fait, vous allez difficilement vous intégrer. En fait. Vous allez vous rassurer par votre groupe d'appartenance et vous allez avoir la flemme en fait, d'aller vers les autres. Vous allez avoir la flemme de travailler votre arabe, vous allez avoir la flemme de vous confronter en fait, aux locaux et vous allez juste pas évoluer et vous allez vivre en fait, dans une Arabie Saoudite, dans une Arabie qui n'est pas l'Arabie. Ça va être votre Arabie, mais version biaisée, expatriée, quoi. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Nous, ça nous a vraiment beaucoup servi, on a fait énormément de rencontres et c'est comme ça en fait qu'on a eu accès à beaucoup d'informations auxquelles on n'aurait pas pu avoir accès autrement. Donc déjà, il y a ça. Donc je vais m'arrêter là pour le sujet de l'administratif. Il y a beaucoup d'éléments à donner. Mais sauf que je ne suis pas une experte là-dedans, j'ai pas d'agence là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il y a beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès. Et je reconnais que moi-même, en fait, il y a beaucoup d'informations auxquelles j'ai pas accès. Donc, à vous de venir sur place. Vous prenez un visa touriste. Le visa, généralement, il arrive de manière automatique dans votre boîte mail. Vous prenez votre billet d'avion et vous venez découvrir et vous parlez. Vous allez dans des agences, vous allez dans des ministères, vous allez dans des instituts. Vous parlez aux gens, vous allez découvrir, vous travaillez votre arabe, vous travaillez votre anglais et vous allez faire l'effort d'aller à la pêche aux informations. Et c'est comme ça que ça marche pour n'importe qui. Autre chose, donc concernant maintenant notre état actuel, on est venu avec un visa touriste. On a fait le maximum qu'on a pu du coup durant ces 3 mois. Au départ, on est arrivé avec un Airbnb. Je vous déconseille du fond du cœur de prendre un Airbnb. S'il faut que vous payiez quelque chose de relativement cher, allez payer un hôtel juste en face du Masjid Nabawi. Ce sera très bien, mais ne payez pas un Airbnb. Pourquoi ? Parce que les tarifs des Airbnb sont indexés sur le pouvoir d'achat européen. Les Saoudiens ne connaissent pas l'application Airbnb. Ils connaissent vraiment pas. Eux, ils fonctionnent aux hôtels. Donc l'Airbnb, c'est vraiment fait pour les touristes. Et c'est super méga cher. Nous, on est arrivé dans un Airbnb, on a payé 1 500 €, oui, pour un 2 pièces. Et donc on pensait que la vie à Médine, sur cette base-là, en fait, sur cette observation-là, était super méga chère. On n'a jamais payé aussi cher pour un loyer aussi petit. En France, à titre de comparaison, on était dans un quartier résidentiel, on avait un bel appartement avec un petit jardin, plusieurs entrées, 3 pièces qui faisaient à peu près 65-70 mètres carrés. On le payait 1 000 €. Et on était très bien placés. On n'a jamais payé plus cher.
Et du coup, forcément, quand on est arrivé, on s'était dit, et puis il n'était pas forcément hyper bien localisé. Il était vraiment dans un petit quartier un peu reclus. Bon, sur la carte, c'était écrit 5 minutes en voiture pour accéder au Masjid Nabawi. Et à pied, ça nous faisait à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. On est arrivé en été, en pleine canicule. Autant vous dire qu'on n'a jamais testé de le faire à pied. Et ça nous a jamais servi. Et même, en fait, il avait beau être proche techniquement si tu fais une ligne droite, mais en réalité, avec toutes les petites ruelles, etc. et tout, tu mettais pas 5 minutes. Tu mettais vraiment pas 5 minutes. Donc non, c'était pas du tout rentable. Le seul truc qui nous a fait kiffer, c'était la terrasse. On avait une grande terrasse, Allahumma barik, mais de laquelle on pouvait voir le Masjid Nabawi, enfin les grands minarets, quoi. Mais voilà, c'était stylé, on a beaucoup aimé cet appartement, malheureusement beaucoup trop cher, donc c'est pour ça qu'on s'est dit ok, on va commencer à aller chercher un appartement, on va commencer en fait à essayer de voir dans quel loyer on pourrait potentiellement habiter sur le long terme, parce que 1 500 € tous les mois, ça fait un sacré budget. Donc c'est comme ça qu'on a naturellement débuté nos recherches d'appartements et de maisons. Comment ça s'est déroulé ? Est-ce qu'on est passé par des intermédiaires ? Non. Et je ne vous conseille pas de passer par des intermédiaires si vous maîtrisez un minimum la langue arabe. Même si vous parlez le dialecte, allez-y, let's go. Pourquoi je vous conseille ça ? C'est parce que vous allez vraiment beaucoup plus apprendre en étant en contact des Saoudiens. Vous allez vraiment, en fait, avoir plus qu'un service. Les intermédiaires, ils vous font juste le service. Quand vous rencontrez des Saoudiens, quand vous allez les voir en fait directement chez eux, quand vous faites l'effort d'aller vers eux, je vous assure qu'on ne vous rend pas que service en fait. On vous rend beaucoup plus et vous pouvez créer des relations juste incroyables et ces relations-là, elles peuvent vraiment vous ouvrir beaucoup de portes. Donc voilà pourquoi je vous conseille. Donc nous, alhamdoulilah, on est passé justement par cette étape-là on regarde sur Google Maps tous les agences immobilières. Donc en arabe, ça s'appelle Maktab Aqar. Et à chaque agence, on se déplaçait, on allait voir les gens, on leur parlait de nos besoins, de nos critères, etc. Et sachez une chose, c'est qu'au début, un Saoudien, quand il y a un étranger qui vient le voir, et rappelez-vous, qui dit étranger dit pas de iqama, pas de permis de résidence, donc ça veut dire instabilité parce qu'il est limité par la durée de son visa, ça plaît pas trop aux Saoudiens, donc ils vont pas forcément vous proposer d'emblée les meilleures offres qu'ils ont. Ça, c'est un ami agent immobilier, donc qu'il est devenu par la suite, qui nous l'a avoué. Je vais vous raconter un peu l'anecdote. En fait, à la base, donc on cherchait un petit peu, etc. On passait, comme je vous l'ai dit, d'agence immobilière en agence immobilière, etc. Et vraiment, ce qu'on nous proposait, c'était vraiment pas fou. Pour des prix qui étaient quand même élevés, donc on nous proposait vraiment des petits appartements pour un prix légèrement en dessous de 1 000 €, etc. Pas forcément dans des quartiers stylés, c'est des quartiers tout simples, etc. Donc on n'était pas spécialement enchantés par ce qu'on nous proposait, mais on continuait. Donc j'avais pour objectif de faire vraiment toutes les agences immobilières de Google Maps. Donc j'y allais un par un. Au bout d'un moment, j'ai compris que tout se passait surtout par le biais de WhatsApp, parce que du coup, ils ne voyaient pas qui on était, et donc il suffisait de parler en arabe un petit peu à l'écrit avec ces personnes-là pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on puisse nous proposer vraiment des choses intéressantes. Donc petit à petit, on commence à découvrir qu'avec notre budget de 1 000 €, on ne pouvait pas s'offrir seulement un studio, mais on pouvait carrément aller jusqu'à la villa. Et là, on s'est dit, il y a un monde, il y a un monde pour les Saoudiens et un monde effectivement pour les étrangers, les expatriés, etc. et tout. Donc là, je me dis, ok, intéressant. Donc ça me permet en fait de réavoir espoir dans mes recherches et vraiment d'insister. Donc je me rends compte de fil en aiguille qu'il y a même des plateformes sur les réseaux sociaux qui proposent en fait quasi tous les jours des appartements, de nouvelles locations, de nouvelles villas, etc. et tout. Et je me rends compte effectivement de la réalité des prix. Il n'y a pas vraiment de site. Nous, en France, on a le site Se Loger ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de site en Arabie Saoudite sur lequel on peut aller et tout trouver. Il n'y a pas de centralisation
des annonces. C'est vraiment chaque agent, on lui confie 2-3 maisons et il se débrouille avec ça, quoi. C'est vraiment à l'ancienne. Et du coup, jusqu'au jour où on tombe justement sur cet agent immobilier que je contacte effectivement par WhatsApp. Et je lui dis, voilà, je recherche un duplex, une villa. Qu'est-ce que tu as à me proposer pour tel budget? Parce que maintenant, je savais à peu près quels étaient les prix. Et je savais exactement aussi la localité que je voulais. J'ai appris au travers de toutes ces visites-là que forcément, si tu es en dehors du had, ça coûtera pas cher. Le had, c'est quoi? C'est la limite qui a été déclarée, comme étant la limite sacrée dans laquelle tu vis vraiment à Médine. Parce que maintenant, avec tout ce qui est infrastructure, construction, etc., le Médine historique, ce n'est plus qu'un petit diamètre comme ça. Et le Médine habité, il est beaucoup plus large. Et donc forcément, tout ce qui va sortir de ce diamètre, et vous allez le voir quand vous venez à Médine, vous avez des sortes d'arches où il y a écrit « limite ». Et en fait, quand vous dépassez l'arche, c'est comme si vous sortiez de l'ancien Médine. Et donc forcément, ce qui est prisé, c'est de rester dans le Médine pour espérer justement avoir la shafara et tout ce qui va s'apparenter en fait au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. On veut habiter dans le Médine initial, pas dans le nouveau Médine. Donc forcément, tout ce qui va être en dehors, ça va être administrativement encore Médine, mais ce ne sera pas historiquement le vrai Médine. Donc forcément, ça a un coût d'habiter à l'intérieur du had. Et vraiment, la différence, elle est flagrante. On nous a proposé de ces villas toutes neuves, mais vraiment incroyables, avec des villas qu'on n'aurait même pas pu imaginer s'offrir en Europe. Et je dis bien l'Europe, je dis pas que la France. Pour des prix vraiment super bas, mais c'est loin, ça sert à rien. Mais c'est Médine. Donc voilà, ça peut satisfaire des personnes, je sais pas, ça peut vous parler. Sachez que oui, si votre priorité c'est d'avoir une grande maison pour pas cher, c'est possible tout en vivant dans l'agglomération de Médine. Donc voilà, on parle à cet agent immobilier, donc on lui donne nos critères, on lui dit voilà, on veut ça. Et il nous propose l'appartement dans lequel on vit actuellement, qui a été l'appartement de nos rêves. Un duplex, 200 mètres carrés, pour à peu près 700 € par mois. Donc, comme je vous l'ai dit, on paye à l'année. Donc ça faisait à peu près un peu plus de... à peu près 10 000 € l'année, avec énormément de chambres, un énorme salon et une entrée à chaque étage. Et ça, c'est quelque chose de typiquement médinois ou de typiquement islamique d'avoir 2 entrées. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est que l'agencement des appartements n'est pas le même qu'en Europe. On a vraiment en fait des restes de la civilisation islamique dans l'architecture et l'urbanisme, et notamment dans l'architecture avec cette histoire des 2 portes. On a souvent, pas dans tous les appartements bien entendu, mais on retrouve souvent cette idée qu'il y a une porte pour la famille et une porte pour les invités. Pareil, quand vous allez dans des restaurants, dans certains restaurants, vous allez trouver une porte pour les gens individuels et une porte pour les familles, ou une porte pour les femmes, une porte pour les hommes, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on y pense, parce que ça renvoie à beaucoup de valeurs qui sont super nobles, telles que le fait d'accueillir, l'hospitalité, etc., d'être toujours dans une logique où on alloue une partie de la maison du coup indépendante, parce que du coup elle est vraiment séparée aux inconnus, aux étrangers, aux voyageurs, etc., avec leur salle de bain privée, leur chambre privée, etc., leur entrée privée, sans que ça dérange en fait le reste de la famille, pour justement maintenir l'intimité du coup de la famille, de la femme, des enfants, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc nous, ça faisait partie de nos nouveaux critères finalement. À la base, on est venu juste avec un critère de superficie et de loyer, de budget, et on est reparti, on est arrivé avec des critères en termes de géographie, des critères en termes d'aménagement, etc. On voulait, on est devenu de plus en plus précis en fait dans notre demande, parce qu'on était
juste pas près de ce que Medine avait à nous proposer comme luxe même au niveau de l'agencement des maisons. Donc ouais, ça c'était vraiment très épatant et on a vraiment visité énormément d'appartements, de duplex. Il y a beaucoup ça, des duplex. Ça s'appelle villa roof. Ils appellent ça comme ça pour, en gros, villa en rooftop, quoi. Ils considèrent que c'est une villa, mais ils peuvent appeler ça aussi duplex. Hein, mais voilà, c'est leurs appellations, je vous les donne comme ça, c'est gratuit. Et voilà, donc on peut avoir soit les deux portes qui sont collées, soit une porte à chaque étage. Et ça, c'est encore mieux. Donc nous, on avait opté justement pour cette option-là, porte à chaque étage. Et donc, on est littéralement tombé amoureux de l'appartement. On a dit, OK, on ne peut pas avoir mieux. Il était bien localisé. Enfin bref, ça répondait à tous nos critères. On le voulait absolument. Et en fait, de fil en aiguille, on a tissé un lien d'amitié avec cet agent immobilier qui nous a dit, écoutez, il faut que je vous avoue un truc. Au final, on a pris un appartement similaire, mais pas avec lui parce que lui avait quelques soucis administratifs, donc ça n'a pas pu être géré. Enfin, bref, on a continué en fait à le tenir au courant de l'avancée de notre vie tout simplement et de nos aventures à Médine. Et donc on a vraiment créé une relation solide avec ce Saoudien. Et entre deux conversations, il nous dit écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose. Et vraiment, je me sens coupable là. Mais maintenant que vous êtes devenus entre guillemets mes amis, il s'adressait surtout à mon mari. Il faut que je vous dise un truc sur l'appartement que je vous ai proposé initialement, sur lequel du coup vous aviez vraiment kiffé, mais qui pour moi en fait n'était pas forcément le meilleur que j'avais à vous proposer. Je vous ai proposé ça parce que je vous connaissais pas et c'était un appartement qui, je savais, n'allait jamais partir parce que c'est pas du tout quelque chose qui est envié et enviable pour les Saoudiens. Et là, je m'en veux un petit peu parce que vous avez vraiment adoré cet appartement, alors que moi, je veux pour vous ce que je veux pour moi. Et je ne veux pas pour vous cet appartement parce que je ne le voudrais pas pour moi et je le voudrais pour aucun Saoudien. Et nous, on était en mode, mais pourquoi il est génial cet appartement? Il est super grand et on n'a jamais eu de maison aussi grande de notre vie. Il y a 2 entrées, il y a je ne sais pas combien de salles de bain, il y a même une pièce pour ce qu'on appelle la charala, donc ça c'est la servante, parce que oui, dans les familles saoudiennes, il y a beaucoup ce truc de on se fait servir, on paye une servante qui s'apparente un petit peu à on peut comparer ça aux esclaves de l'époque, sauf que là, elles vous appartiennent pas, donc vous la payez. Pareil, vous la payez pas très cher, vous la payez, je crois, c'est 200 € le mois, et elle vous fait tout dans la maison. Et il y a 2 options, soit elle vit chez vous, soit elle vient juste la journée et elle fait ce qu'elle a à faire, la cuisine, le ménage, etc. et elle repart. Soit vous l'abritez chez vous. Et c'est pour ça que dans la plupart des maisons, on a ce qu'on appelle une chambre qui est la chambre de la charala, la chambre de la servante. Donc, qui est une chambre plus petite que les autres, mais avec sa salle de bain. Donc c'est une mini suite, vraiment tout étriqué, toute mince comme ça, dans laquelle elle va vivre. Généralement, cette chambre-là, elle est à côté de la cuisine. C'est ça que je vous dis quand j'essaie de vous expliquer que les appartements ont dépassé nos attentes. Il y avait des options qu'on n'a pas du tout en France, qu'on n'imagine pas. Si on ne la crée pas, si on n'y pense pas, ça ne fait pas partie en fait des mœurs de la France que d'avoir ce genre d'optionnalité. Donc on lui a dit, ouais, non, franchement, nous, il nous satisfait grave et tout. Il a dit, non, ici, les Saoudiens ne vivent pas dans des appartements, ils préfèrent avoir leur villa à eux. Laissez-moi du temps et je vous trouverai la villa de vos rêves, etc. avec le même budget et tout, c'est grave possible. Donnez-moi tous vos critères, mais ça, c'est pas possible. Les Saoudiens n'habitent pas dans des appartements. Alors bon, oui, c'est vrai, mais je vous rassure, la totalité de nos voisins sont des Saoudiens. Donc effectivement, il y a des Saoudiens qui peuvent se le permettre parce que ça reste quand même un luxe d'habiter dans une grande maison, d'habiter et surtout avec le salaire saoudien. L'euro vaut beaucoup plus cher que le rial, donc forcément on peut s'offrir 4 fois plus que ce qu'un Saoudien peut s'offrir avec, on va dire, un salaire équivalent.
Mais bon, il y a des avantages que nous, on n'a pas, donc forcément, ça compense un petit peu. Parmi ces avantages, l'accès à l'immobilier, les Saoudiens ont des facilités d'achat pour les appartements, les maisons, etc., que les étrangers n'ont pas. Les étrangers vont payer un loyer, on va dire, vont acheter une maison au prix fort, tandis que le Saoudien, c'est possible que de son côté, parce qu'il est saoudien, il ait le loyer revu, enfin le prix de la maison revu à la baisse. Ouais, des petits trucs comme ça. C'est pour ça que je vous dis que la Iqama a quand même vraiment son importance et que si vous pouvez vous l'offrir ou si vous pouvez l'avoir ne serait-ce qu'en ligne de mire, allez-y, foncez et ne perdez pas votre temps avec des visas. Après voilà, c'est un concours de circonstances aussi. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Chacun dans son parcours de la hijra a un chemin qui lui est déjà dessiné, qui lui est déjà destiné et donc on fait avec. Il n'y a pas un parcours qui est meilleur qu'un autre, il y a juste des situations qui sont propres à chacun, s'ils sont mariés, s'ils sont célibataires, s'ils ont des enfants, s'ils n'en ont pas, en bas âge, grands. Donc il y a beaucoup de conditions. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les loyers? Voilà, de façon générale, l'idée qu'il faut retenir, c'est que c'est très accessible, que vous pouvez vraiment avoir la maison de vos rêves assez facilement et surtout, ça construit beaucoup, ça construit énormément. C'est une ville qui est en renouveau tout le temps. Quand vous venez à Médine, une chose qui vous frappe, c'est le nombre de terrains qui n'est pas du tout exploité et le nombre de constructions qu'il y a partout. Il y a toujours des nouvelles maisons qui sont en train de se construire, de nouvelles résidences carrément. Il y a vraiment des projets comme ça, en gros, qui se font où vous avez des lots de villas à la suite qui vous sont proposés par exemple. Donc voilà, n'ayez pas peur pour votre risque. Il vous sera écrit la maison qui vous sera destinée, mais sachez qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de place. Subhanallah, j'ai l'impression que c'est une ville qui comble tout le monde et pourtant, je crois qu'il y a plus d'1 million d'habitants. Hein. Et pourtant, donc, et quand on y vient, quand on y vit, on a l'impression qu'il y a je ne sais pas combien d'espaces vides, que c'est hyper aéré, il n'y a pas du tout des grandes tours ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de constructions, mais on ne se sent pas du tout étouffé. Pour le coup, quand j'étais à Dubaï, je me sentais étouffée, je me sentais suffoquée par toutes les tours qui s'arrêtaient pas en fait, qui cachaient complètement le ciel. C'est des gratte-ciel, mais oui, non, là, pas du tout. Là, vous avez vraiment cette sakina dans votre cœur, cette sérénité. Vous savez que votre bien, il va vous arriver, il n'y a pas besoin de se presser. Et comme je vous ai dit, c'est très facile de louer ici. Bien sûr, il peut y avoir des complications si vous n'avez pas la Iqama parce que la location n'est pas accessible aux gens qui ont des visas. Maintenant, il peut y avoir des arrangements, mais ce qui est facile, c'est surtout les démarches. En France, on a des démarches administratives qui peuvent durer des mois et des mois pour avoir une location. Ici, vous avez l'argent, vous avez le cash, vous payez, vous signez, on vous donne les clés dans la minute. Il n'y a pas à attendre que votre dossier soit validé auprès de je sais pas qui, je sais pas quoi, etc. C'est vraiment très simplifié. Maintenant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les loyers ici, pour la plupart du temps, si vous êtes en location, ils se payent à l'année. Donc ça fait un budget, mais c'est très rare de tomber sur des appartements qui se payent au mois, comme on a l'habitude en France ou peut-être même en Europe. Donc prenez-le en compte. Après, voilà, il peut y avoir des arrangements. Vous pouvez payer 6 mois dans un premier temps, 6 mois dans un autre. Parce que sachez aussi que c'est des locations qui se font beaucoup entre particuliers. C'est-à-dire que généralement, vous avez accès au propriétaire. Donc, si vous avez une bonne relation avec le propriétaire, vous pouvez vous arranger. Effectivement, il y a des règles, il y a des lois, etc., qui régissent la relation entre le propriétaire et le locataire, etc. Mais au-delà même de ça, ça reste des Médinois. Les Médinois sont hyper doux dans les affaires, dans le commerce. On n'a vraiment pas l'habitude en fait, de ce genre de personnalité en Occident, mais sachez que commercer avec un Médinois, il n'y a pas plus agréable. Il n'y a vraiment pas plus agréable.
Dites-vous que nous, avec mon mari, on est arrivé à un stade où on ne cherche même plus à négocier dans quoi que ce soit. Vraiment, on a du mal avec la négociation tellement, en fait, ils sont faciles. Tellement, s'ils pouvaient nous le laisser gratuit, nous le laisseraient gratuit, quoi. Et il y a pas mal de hadiths, justement, qui parlent de l'idée qu'il faille faire attention à ne pas frustrer, à ne pas froisser les Médinois quand vous commercez, quand vous négociez avec eux, parce qu'ils sont tellement simples qu'ils pourraient, en fait, vous laisser l'objet en question pour pas cher, si ce n'est gratuitement. Donc, il y a beaucoup de leçons de edeb et de akhlaq à tirer de cette ville. Et c'est pour ça que je vous dis, ne restez pas entre vous, ne cherchez pas à vous créer ou à intégrer tous les groupes d'expats du monde sous prétexte que c'est rassurant, que c'est réconfortant. Non, allez directement rencontrer des Saoudiens, même si votre arabe il est cassé, même si vous ne maîtrisez que le fusha, même si vous ne maîtrisez que le dialecte, même si vous savez à peu près, vous savez aligner 2-3 mots, allez vers les Saoudiens, allez vers les locaux, allez vers les Médinois. Vous n'aurez que de belles surprises. Et nous, on est vraiment très satisfaits de ne pas avoir cédé à ce besoin en fait, de se retrouver entre nous, entre Français, parce qu'on voulait vraiment avoir accès aux vraies Médines, à la vraie Arabie, et pas être biaisé par le regard des étrangers, des expatriés. Et c'est vraiment un luxe que de pouvoir tisser des relations avec des locaux et de pouvoir prendre d'eux et de pouvoir s'adapter, de pouvoir réellement changer. Mais en tout cas, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est soyez simple dans vos démarches, prenez votre billet d'avion, découvrez sur place et appréciez juste la ni'ma d'avoir pu, dans votre cœur, mettre l'intention de faire votre hijra à Médine et de la concrétiser. C'est déjà énorme. Et sachez une chose, c'est qu'une ni'ma aussi grande s'accompagne également d'épreuves très grandes. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir des moments de galère pour obtenir votre place dans cette ville précieuse. That's it.